Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va en tout cas attaquer tout ce qui est Vault Secret Engine et on va aller plus loin que les précédentes vidéos puisqu'on va parler des secrets dynamiques. Donc, on a vu différents types de Secret Engine, donc on a vu notamment les secrets statiques, secrets dynamiques qu'on verra dans cette vidéo et on verra un peu plus tard tout ce qui est encryption as a service qu'on verra dans les prochaines vidéos. Nous, on va se concentrer sur les secrets dynamiques. Parmi les secrets dynamiques, j'ai mis plusieurs sous-catégories, 3 plus précisément. Donc il y a la partie cloud, ça va être tout ce qui va être secrets dynamiques qui vont être attraits au cloud. Donc on va retrouver notamment tout ce qui est AliCloud, AWS, GCP, pour Google Cloud Platform, Microsoft Azure et j'en passe. Donc l'objectif, c'est notamment pour accéder à ces cloud platforms, il vous faut des credentials, et donc l'objectif de ces secret engines, c'est d'aller générer ces credentials à la volée avec des permissions bien spécifiques que vous aurez définies, notamment, et grâce à ça, vous allez pouvoir accéder à ces plateformes avec vos credentials. L'autre partie, ça va être tout ce qui va être attrait à la partie techno. Donc on a plusieurs catégories, notamment, donc on va retrouver tout ce qui est Active Directory, donc pour ceux qui ont tout ce qui est Service Account ou autre, et ben c'est la solution qu'il vous faut. LDAP, Consul, donc HashiCorp Consul pour ceux qui connaissent, avec les fameux tokens et autres. Database, donc nous on va se concentrer notamment dans cette vidéo sur la partie database, donc on va en savoir un peu plus d'ici quelques minutes. Nomad, RabbitMQ et encore Couchbase. Sur les autres, ça va être plus des secret engines qui vont être spécifiques à des cas bien précis, donc là PKI pour tout ce qui est delivery de certificats. On va trouver la partie SSH qu'on verra d'ici quelques slides, la partie One Time Password, Camip et Venafi. Donc on n'aura pas l'occasion, comme vous l'avez compris, puisqu'il y en a quand même beaucoup, de tous ces parcourir, on va juste se concentrer sur certains d'entre eux. Donc l'objectif en fait de ces secrets dynamiques, c'est que ça va être un peu une notion de secret as a service. C'est mon application a besoin de ces credentials, donc on va aller contacter Vault en disant je veux des credentials. Vault va aller fournir ces credentials à notre application, et quand l'application donc va utiliser ce secret-là pour une durée de vie bien précise, donc imaginons que mon application veut accéder à la base de données, et ben on va lui donner un secret, un credential soit accéder à la base de données pour la durée qu'elle le souhaite, donc par exemple 2 heures. Ça peut être 24 heures, ça peut être plus, ça peut être moins. C'est à vous de définir finalement quel est le time to live de ces credentials. Et c'est vraiment cette notion un peu de secret as a service que Vault va fournir avec les secrets dynamiques, puisque au bout d'un certain temps, ce secret-là va être révoqué, expiré. Donc c'est vraiment des secrets à la demande pour un usage bien précis. Donc forcément, lorsqu'on amène cette notion de secret dynamique, c'est-à-dire que le secret va avoir une durée de vie qui va être courte. Donc il y a dans certains cas une notion de rotation qui va venir, mais le workflow de l'application, le comportement de l'application va changer. Donc avant d'utiliser les secrets dynamiques, la première étape qu'on va surtout recommander, c'est commencer par les secrets statiques pour vos applications. Une fois que c'est fait, passez à une seconde étape qui va être les secrets dynamiques si vous le pouvez. Donc premièrement, est-ce que votre application peut utiliser tout ce qui va être secret, qui aura une vocation d'avoir un time to live qui va être court. Donc si le secret expire au bout d'une heure, est-ce que votre application est en capacité d'aller récupérer ce nouveau secret auprès de Vault si celui-ci a expiré? Donc si ce n'est pas le cas, peut-être il faudra revoir un peu le workflow de votre application ou trouver une solution qui va aller délivrer ces secrets-là à vos applications de façon transparente. Deuxième chose, pour accéder à Vault, il nous faut le Vault Token. Donc comment vous allez gérer ce cycle de vie au niveau du token? Est-ce que vous allez notamment peut-être vous authentifier à chaque fois que vous voulez récupérer un secret? Est-ce que peut-être vous voulez renew ce token Vault pour par la suite accéder à vos secrets et gérer son cycle de vie des secrets? Donc beaucoup de questions qu'il faudra se poser avant de démarrer cette section secret dynamique pour vos applications. On verra notamment un peu plus tard dans les vidéos qu'il y a le Vault Agent qui peut nous aider. Donc pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez déjà, dès à présent, après cette vidéo, bien sûr, accéder à la documentation du Vault Agent pour en savoir un peu plus, même si on l'abordera dans quelques vidéos. Dans notre cas, concentrons-nous sur les secrets dynamiques. On va voir quelques use cases avant de parler plus spécifiquement de la partie database. Donc, sur la partie database,
le Secret Engine côté Vault, comment fonctionne-t-il? D'un côté, on va avoir donc notre application, de l'autre, donc comme on peut le voir juste au-dessus, on va avoir notre Vault, et puis juste à côté, on va avoir notre base de données. Donc Vault va aller demander, l'application va aller demander à Vault des credentials de notre base de données. Je souhaite accéder à ma base de données, est-ce que tu peux me fournir username, password? Donc Vault va aller générer un utilisateur avec un secret, donc username, password, et fournir celui-ci à l'application. L'application va utiliser ces credentials-là pour accéder à la base de données, s'authentifier à la base de données pour pouvoir y accéder. Au bout d'un certain temps, l'application va aller révoquer ces credentials en allant voir Vault en lui disant bah voilà, j'ai terminé d'utiliser ce secret-là, est-ce que tu peux aller le révoquer? Donc à ce moment-là, Vault peut aller révoquer ce credentials-là, ou deuxième possibilité, donc soit c'est l'application qui va voir Vault en disant je révoque le secret, et c'est plutôt rare que ça se produit, mais ça peut arriver, c'est l'idéal. Sinon, ce sera côté Vault, où celui-ci va avoir un time to live sur le secret. Quand le time to live expire, à ce moment-là, Vault va aller révoquer ce secret-là. Donc que ce soit finalement l'application ou Vault qui voit le secret expirer, donc Vault ira révoquer ces credentials-là. Donc on le voit, c'est pas forcément pour le cas des bases de données, pour les applications, certaines applications, l'idéal, puisqu'on va aller s'authentifier plusieurs fois, des fois à la minute, donc générer plusieurs utilisateurs au sein d'une base de données. On verra un peu plus tard que Vault va offrir une possibilité, notamment dans le cas de ce qu'on appelle des static roles. Donc restez dans la vidéo pour en savoir un peu plus d'ici quelques instants. Autre cas, c'est le Certificate as a Service, donc ça va être le Secret Engine PKI. Donc là c'est assez simple, vous allez vous authentifier, votre application va aller s'authentifier auprès du Vault, Vault va retourner un token à votre application, et comme vous le savez, à partir de ce token Vault, l'application va pouvoir récupérer son secret, et en l'occurrence ce secret ici, ça va être le certificat. Donc si vous utilisez le Secret Engine PKI, et ben Vault va pouvoir générer des certificats as a service, donc des certificats à chaque application. Autre cas, le Secret Engine SSH. Donc, vous allez avoir un serveur qui va truster le VaultCA, donc le certificat d'autorité, en disant bah si j'ai quelqu'un qui vient s'authentifier en SSH et que il utilise par exemple une clé SSH qui va être signée par Vault, alors j'autorise les connexions SSH. Donc d'une certaine façon, côté serveur, il va truster, avoir confiance en Vault. Donc, si c'est signé par Vault, je fais confiance. Donc mon utilisateur veut aller accéder à son serveur. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer sa clé publique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas eu l'occasion de faire du SSH et la notion de clé privée, clé publique, je vous invite à mettre la vidéo en pause, de vous renseigner très rapidement sur ce que c'est que le SSH et la différence entre clé publique et clé privée avant de poursuivre. Donc, mon utilisateur va envoyer sa clé publique à Vault. Vault va aller signer cette clé publique. Donc, c'est ce qu'on appelle la clé publique signée par Vault. Et mon utilisateur va aller s'authentifier en SSH sur le serveur en utilisant sa clé privée et en plus de ça, la clé publique signée par Vault. Donc, l'objectif, c'est que traditionnellement, on n'utiliserait qu'une clé privée. Là, en plus de ça, l'utilisateur va aller présenter sa clé publique qui va être signée par Vault en indiquant bah, c'est bien moi et c'est bien été signé par Vault, Vault que tu as confiance, que tu trustes. Donc c'est une façon notamment de pouvoir autoriser vos utilisateurs un peu à la volée, là aussi, ou vos applications à se connecter en SSH sur des serveurs. Donc notamment si vous utilisez des outils comme Ansible, ça peut être un très bon cas d'usage. Maintenant qu'on a vu un peu tous ces différents outils, plutôt Secret Engine, cas d'usage, qu'en est-il plus précisément du cas de nos bases de données? Donc il faut savoir que on a parlé du Secret Engine Database. Donc finalement, quels sont les databases qui sont pris en compte par Vault? Donc je vous ai ici listé la plupart des bases de données qui sont supportées par le Secret Engine Database de Vault. Donc on retrouve Cassandra, Couchbase, Elasticsearch, AnaDB, IBM, InfluxDB, MongoDB, MS SQL et j'en passe. Là, vous voyez que ça va être les
plus utilisés en termes de base de données que vous allez retrouver. On trouve même des cas un peu plus spécifiques, on va dire, de base de données comme Redshift ou encore Snowflake. Et on peut voir tout en bas à droite, on a le custom qui est juste ici, comme vous pouvez le voir. Et ce custom-là, eh ben, si jamais votre base de données n'est pas pris en compte, vous avez la possibilité d'utiliser ce Secret Engine Database avec du custom pour pouvoir faire en sorte que ça match, pour que vous puissiez utiliser ce Secret Engine malgré que votre base de données ne soit pas prise en compte. Dans notre cas, au niveau des bases de données, il faut bien qu'on fasse un choix. Notre choix va s'orienter côté PostgreSQL puisque c'est une base de données qui va être assez communément utilisée, open source et gratuite, donc libre à nous en tout cas de pouvoir faire nos tests là-dessus. Dans la partie Secret Engine Database, vous allez avoir plusieurs fonctionnalités qui sont prises en compte. La première, ça va être le Root Credential Rotation. Donc le Root Credential Rotation consiste à Vault va devoir établir un lien, une connexion avec votre base de données. Donc généralement, vous allez mettre des credentials d'un utilisateur qui est à droit assez privilégié, root ou autre. Et à partir de cet utilisateur-là, vous allez pouvoir générer d'autres utilisateurs, d'autres credentials. Vous avez la possibilité, lorsque vous dites à Vault, voici la configuration pour vous te connecter à la base de données avec ton utilisateur admin, de pouvoir faire une rotation côté Vault. Donc l'objectif, une fois que vous avez créé cette configuration côté Vault et que vous avez fait cette rotation-là, eh ben, c'est typiquement de pouvoir par la suite, vous de votre côté, même si vous connaissez le mot de passe, si Vault fait cette rotation-là, vous ne le connaissez plus et finalement il n'y aura que Vault qui connaîtra ce secret-là. Donc idéalement beaucoup plus sécurisé que ce secret de route, en tout cas, qui va générer des credentials au niveau de la base de données, soit connu uniquement par Vault. Ensuite, on va voir tout ce qui est dynamic role et static role. Quelle est la différence entre les deux? Donc, je vous ai parlé surtout dans l'exemple précédent du dynamic role. Donc qu'est-ce que c'est que le dynamic role? C'est-à-dire que une fois que vous avez votre configuration côté base de données dans le Secret Engine, vous allez avoir la possibilité de créer un rôle. Un rôle, c'est un petit peu ce qui va représenter lorsque vous souhaitez un secret, des credentials pour accéder à votre base de données. Donc typiquement, un rôle, ça va être finalement des credentials d'un utilisateur de base de données qui vont être générés avec un certain niveau de droit que vous allez définir au travers de la configuration du rôle. Donc, on va configurer dans un premier temps le lien entre Vault et la base de données, et dans un deuxième temps, on va configurer le rôle. Donc ce rôle-là, pour rappel, va être défini, donc comment je vais créer mon utilisateur, donc le jeu de set username password, et les droits que mon utilisateur aura. Donc ça sera défini au niveau du rôle. Dans les dynamic roles, vous allez avoir un rôle qui peut générer plusieurs couples d'username et mot de passe, donc de password. Donc ce qui est assez intéressant, c'est un petit peu dans le cas qu'on a vu précédemment, vous allez avoir une application qui va à la volée se connecter à une base de données, vous allez générer ces credentials-là, cet utilisateur-là à la volée, et puis supprimer l'utilisateur au bout d'un certain temps. On l'a évoqué, notamment le cas des bases de données sur lequel vous allez peut-être générer plusieurs utilisateurs à la minute et ça peut impacter les performances de votre base de données. C'est là qu'arrivent les static roles. Donc les static roles, ça va être une configuration d'un rôle, toujours sur lequel vous allez avoir un jeu donc, de username, password, avec des droits qui lui seront définis, sauf que cette fois-ci, le rôle, côté Vault, va être associé à un seul utilisateur. Donc, pour faire simple, cet utilisateur de base de données est déjà créé. L'username ne changera pas. Par contre, vous allez avoir la possibilité de faire une rotation de ce mot de passe. Donc, vous voyez que là, il y a une différence entre dynamic role et static role. Donc, dynamic role, vous allez pouvoir générer plusieurs utilisateurs à la volée et les supprimer au niveau de la base de données. Tandis que les static role, vous avez déjà votre utilisateur qui est créé. Et ce que vous allez faire, c'est surtout une rotation du mot de passe. Donc, c'est là est la différence entre les deux, entre dynamic role et static role. Et enfin, on va avoir le username customization. Le username customization, c'est quand vous faites des dynamic roles, notamment de pouvoir dire, je souhaite faire en sorte que l'username, l'utilisateur, le nom de l'utilisateur qui est créé dans la base de données ait un certain format. Donc, on a parlé d'une des fonctionnalités, donc le username template. On va voir le
password policy. Vous avez aussi la possibilité, lorsque le mot de passe est généré, de pouvoir mettre une policy au niveau de ce password en disant je veux une certaine longueur avec certains caractères et autres. Donc ça, vous pouvez aussi le définir au travers du Vault. On arrive donc à la fin de notre vidéo. Faisons un petit wrap-up, quelques key takeaways de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on a vu quoi? On a vu que au niveau des Secret Engine, on a les statiques et les dynamiques. Côté dynamique, on a vu qu'il y avait plusieurs sous-catégories, Cloud, Technology, autres. Nous, on va se concentrer sur la partie Database notamment, et plus précisément sur la partie PostgreSQL. Et on a vu que les secrets dynamiques, finalement, c'était vraiment des secrets as a service. Mon application veut accéder à une base de données, un service ou autre. On va lui générer des credentials, des secrets à la volée, au besoin, avec une certaine durée de vie. Donc cette durée de vie, finalement, ça peut se concrétiser par je vais générer un secret puis le révoquer. Ou ça peut être dans certains cas, comme on a pu le voir avec les static roles au niveau des bases de données, je vais générer un secret, puis je vais faire une rotation que au niveau du mot de passe, notamment si je crée un utilisateur username password. Donc on a différents types de secrets dynamiques. On le rappelle quand même, avant de s'attaquer sur la partie secret dynamique, deux choses à retenir pour l'usage au niveau applicatif. Est-ce que votre application est en capacité de prendre en compte que le secret a une durée de vie limitée dans le temps et que celui-ci peut être variable, qui va être amené à changer? Est-ce que votre application peut prendre de nouveau ce secret-là? Est-ce qu'il faut redémarrer votre application, redéployer? Donc c'est des questions qu'il faut vous poser en amont avant de pouvoir utiliser les secrets dynamiques. Donc passer au moins par l'étape statique, c'est déjà une première étape pour ensuite réfléchir à cette partie dynamique. Autre cas, c'est bien sûr pour accéder au Vault, il nous faut notamment un Vault Token. Donc comment vous allez gérer ce Vault Token dans le temps pour que votre application puisse aller récupérer notamment son secret dynamique qui peut donc varier, changer dans le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou des remarques. On est preneur de vos remarques. Et dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à une démonstration sur les Secret Engine dynamiques, plus précisément sur la partie database de PostgreSQL. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis donc à bientôt.